12e séance porte pour titre l'atelier Faire, faire, faire. Donc, un colloque qui porte sur les fonctions de l'atelier. On avait abordé plus spécifiquement maintenant le sujet de la production de l'œuvre et des différentes formes qu'elle peut prendre en raison de la nature des pièces à réaliser. Nous entendrons d'abord Pierre-Olivier Ouellette, professeur associé au département d'histoire de l'UQAM depuis 2014, détenteur d'un doctorat de l'Université de Rennes 2. Ses travaux de recherche s'intéressent à différents thèmes en lien avec la production artistique au Québec, au Canada avant 1900. Le marché de l'art, la circulation des œuvres, le collectionnisme, la portée sociale et politique de la peinture, la représentation des Autochtones et l'historiographie, sujets sur lesquels il enseigne et il a déjà publié. Il dirige depuis 2016 un projet de recherche subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada sur l'œuvre peinte et sculptée de François Béhargé. Il entretient aujourd'hui de l'organisation du travail dans l'atelier de ce sculpteur et peintre actif à Québec au tournant du 19e siècle. Alors, bienvenue Pierre-Olivier. On va bientôt Merci beaucoup. À l'écran. Ben voilà. On vous la parole. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très flatté d'être parmi vous pour vous parler de cet artiste qu'est François Béhargé, un artiste, comme le disait M. Lacroix, qui a été donc une figure marquante de l'art au Québec au tournant du 19e siècle. Alors, on fait une sorte de plongée dans l'histoire aujourd'hui en retournant dans cet atelier particulier. Alors, je vais partager ma présentation. Ce ne sera pas bien long. Voilà. Et donc, vous retrouvez ici les informations de naissance, de décès de cet artiste. Alors, celui-ci, pour vous donner quand même quelques indications, est reconnu, entre autres, pour avoir été le premier Canadien à étudier à l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris, comme en fait foi notamment ses archives de l'École nationale des beaux-arts. Donc, il a étudié à cette école de 1779 à 1781. Vous avez d'ailleurs ici quelques dessins qui ont été réalisés au cours de cette période. Alors, après ses études, il a connu une carrière pour le moins marquante en répondant à plusieurs commandes à titre à la fois de sculpteur, d'ornemaniste, de peintre, également d'architecte. Il est aussi reconnu pour sa création avec son fils Thomas Béhargé du décor de l'église de Saint-Joachim, soit une œuvre incontournable de notre histoire. Alors, une des choses que j'ai retenues de son parcours et qui m'a un petit peu touché est le fait que dans l'historiographie, on a souvent retenu que l'artiste de Québec était souvent le principal et voire même le seul exécutant de ses œuvres. Une conception qui est d'ailleurs largement redevable à Béhargé lui-même. En effet, donc, dans une lettre datée du 7 juin 1816 et adressée au curé de Baie-Saint-Paul, il écrivait, et là je le cite, « Ce qui nous empêche d'aller plus vite dans nos ouvrages, c'est que nous faisons notre sculpture riche, savante et naturelle autant que possible et qu'il faut absolument que nous la finissions nous-mêmes. J'ai le fils de mon frère qui nous aide et qui a très bonne main pour cela, mais comme il aime peu cet ouvrage-là, nous ne l'avons pas toujours. » Ainsi, on comprend que l'artiste n'hésitait pas à expliquer qu'il voulait à tout prix terminer lui-même ses productions. Il assurait ensuite que peu de personnes étaient en mesure de l'aider. Alors, si cette lettre pouvait rendre compte d'une réalité vécue par Béhargé en 1816, elle s'avère par contre à nuancer à la lecture de son propre livre de dépenses et affaires, une magnifique pièce manuscrite qui se retrouve aux Archives nationales du Québec. Donc, c'est un document qui va répertorier toutes les commandes et activités de François Béhargé de 1784 à 1800. Et il se trouve que dans ce document, de nombreux collaborateurs sont mentionnés et ça nous laisse songeur quant à l'intention de cette lettre de 1816. Sans doute servait-elle à valoriser son propre travail et ses mérites. De fait, François Béhargé était loin d'être une figure esseulée, comme on va le constater dans cette rapide plongée dans son atelier entre 1784 et 1800, et on va diriger notre attention plus particulièrement vers sa production sculpturale. Alors, peu après son retour d'Europe, François Béhargé possède son propre atelier. Alors, il y a l'atelier de son père qui se trouve dans la basse ville de Québec, donc Jean Béhargé, que j'ai indiqué ici par les lettres JB,
qui était donc sculpteur, menuisier et promu au rang d'architecte après la conquête britannique. Et François Baillarger, pour sa part, donc, dès 1784-1785, voilà, il se trouve à être sur la rue Sainte-Anne, dans la Haute-Ville de Québec. Alors, on a un atelier complètement distinct de celui de son père, ou encore sur la rue Saint-Louis à partir de 1787. Alors, on se retrouve voilà, avec ce désir d'émancipation déjà par l'atelier qui se dégage de celui de la figure du père. Également, donc, il s'efforce par le biais de la Gazette de Québec. Ici, la reproduction est vraiment mauvaise, alors j'en ai mis ici la transcription pour vous. Alors, il essaie de publiciser son nom, son art et son propre atelier par le recours à une annonce. Il invite notamment les connaisseurs de la Ville de Québec à découvrir ses récents tableaux. Alors, de toute évidence, il n'est pas question voilà, que le nom très connu de son père, Jean Baillarger, ne lui porte ombrage. Il veut se distinguer. Et cette distinction physique des ateliers n'empêche toutefois pas le père et le fils de travailler à des projets communs. Alors, si on regarde la chose à nouveau. Ainsi, pendant plusieurs années, François Baillarger se prête volontiers aux travaux associés au contrat obtenu par son père, ne serait-ce que pour Lillet ou encore Notre-Dame de Québec. Cette collaboration, telle qu'elle peut être dégagée du livre des dépenses et affaires, rend alors compte d'une porosité, d'échanges multiples qui touchent tant la paternité des œuvres que les différents individus qui évoluent dans les deux ateliers. Alors, l'extrait suivant, tiré du manuscrit de Baillarger, rend compte de cette perméabilité et d'une répartition des tâches entre plusieurs mains. Alors, c'est un extrait daté du 13 février 1785. En fait, j'ai mis en gras deux noms, donc M. Jackson, également M. Bellumeur, comme on le voit, là, qui vont travailler, Bellumeur, 33 jours d'ouvrage. Alors, on comprend que ici, François Baillarger va recruter des gens. Et leur identité nous est quand même assez connue. Alors, d'une part, Bellumeur et Jean-Baptiste Vossel, dit Bellumeur, un grand ami de son père, Jean Baillarger, et collaborateur de longue date. Alors, Vossel, dit Bellumeur, est un menuisier, autrefois aubergiste et jardinier, et il est employé à divers travaux. Le fils ainsi que l'apprenti de Bellumeur sont également appelés à contribuer aux travaux du sculpteur de la Haute-Ville de Québec. Vous en avez ici quelques exemples. Donc, on le paie pour un coup de main. Et également, on lui fait bûcher à la hache la statue du prince. Et bon, il est appelé aussi à faire des travaux de toutes sortes. Voilà, donc ici, je vous mets différents éléments qu'on retrouve dans le journal. Il y en a de multiples. Ça pour dire que Bellumeur voilà, se retrouve au moins une soixantaine de fois mentionné dans ce journal. Et ainsi, de manière générale, on voit qu'il est appelé à faire des travaux assez frustres, c'est-à-dire dégrossir le bois, ébaucher des figures, des étapes préliminaires au travail, donc qui va être ensuite terminé par le maître de l'atelier, c'est-à-dire François Baillarger. D'autre part, on a un autre personnage qui est Antoine Jackson. Alors, celui-ci va être amené à travailler pour François Baillarger à diverses occasions. Et Antoine Jackson, fait quand même intéressant, était le premier professeur de sculpture de François Baillarger avant son voyage à Paris. Alors, on voit ici dans cet extrait de 1786 comment Jackson donc, va travailler pour Baillarger, notamment donc, pour découper des pièces d'ornement. Et voilà, donc ces collaborations vont être répétées d'ailleurs donc pendant plusieurs années, jusqu'en 1786. Et ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, Jackson va disparaître, on ne le voit plus dans l'atelier, et il revient, donc seulement 7 ans plus tard, en 1793, il recommence à travailler, mais avec une note plutôt étrange de François Baillarger, comme quoi, voilà, M. Jackson a commencé à travailler ce matin, pour moi, à l'essai. Alors, à l'essai, c'est quand même assez étonnant, étant donné que cet artiste avait quand même une très longue carrière derrière lui. Alors, tout ça pour dire qu'on remarque comme ça qu'on a ces différentes personnes qui viennent travailler, qui portent finalement en eux des éléments de la création. Et parmi les œuvres, il y a notamment cette porte d'armoire d'Ostensoir qui est conservée au Musée des maîtres et artisans du Québec. Et chose intéressante, donc il y a une note derrière cette porte qui normalement aurait été réalisée, semble-t-il, dans l'atelier de François Baillarger, et cette note est plutôt signée de JB, c'est-à-dire de Jean Baillarger. Et quand on regarde de façon plus spécifique la relation qu'on peut avoir de cette porte d'armoire avec le journal,
on constate que, en fait, François Baillarger avait payé à Jackson pour la porte du tabernacle. Alors, donc, on se retrouve comme ça avec différents noms, différentes personnes et une paternité, encore une fois, des œuvres qui est susceptible d'être, voilà, donc ici, portée par différentes personnes. Alors, quoi qu'il en soit, François Baillarger s'assure les services d'une main-d'œuvre suffisamment qualifiée pour exécuter une partie du travail demandé. Alors, si l'un d'eux peut dégrossir le bois, ébaucher des figures comme Belle-Humeur, l'autre se montre sans doute capable d'effectuer un travail plus fin. D'ailleurs, les champs lexicaux utilisés par Baillarger vont dans cette direction. En plus de Jackson et Belle-Humeur, François Baillarger fait appel aussi à Joseph Giroir, lequel était alors dans l'atelier de Jean Baillarger. Et Giroir sera éventuellement intégré dans la famille par son mariage avec Marianne Baillarger. Il effectue des travaux de menuiserie, de sculpture. Il va y avoir également Jean-Pascal Letourneau, qui va être l'époux de Marie Baillarger. François Baillarger retient aussi en 1799 les services d'un autre membre actif de l'atelier de son père, soit son frère Pierre-Florent Baillarger. Et éventuellement, le fils de ce dernier est aussi amené à travailler pour François Baillarger. Alors, on retrouve comme ça ces gens qui partagent leur temps entre les deux ateliers. Et à ces intervenants dans l'élaboration des sculptures de François Baillarger s'ajoutent les noms de menuisiers, de charpentiers offrant une aide ponctuelle, tels que Jean Ernst, Pierre Raté, Jacques Poussard ou encore Pierre de Guise dit Flamand. Enfin, l'artiste forme aussi deux apprentis qui œuvrent à la réalisation des travaux sculptés, soit René Gattier de 1785 à 1787 et également Nicolas Nicole dit Venière, donc qui va être présent dans l'atelier de 1787 à 1790. Ce dernier va finir par être libéré d'ailleurs pour désobéissance et incorrigibilité. Tout ça semble avoir convaincu en fait François Baillarger de ne pas renouveler l'expérience au cours des années suivantes, d'avoir un nouvel apprenti, à l'exception évidemment de son propre fils Thomas Baillarger. Alors, ce tableau ne pourrait pas être complet sans tenir compte également de la part des ateliers communautaires dans la finition des œuvres, soit l'atelier des Ursulines de Québec, de même que l'atelier des Augustines de l'Hôpital général de Québec, chargé de dorer plusieurs pièces sortant de l'atelier de Baillarger. Bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve avec toute une multitude d'acteurs et dont certains se retrouvent à être directement associés à la famille Baillarger. Donc, on se retrouve avec cet aspect familial. Je crois qu'en fin de compte, ce tableau parle beaucoup par lui-même. Ces différentes informations permettent de comprendre que la pratique sculpturale de François Baillarger implique plusieurs personnes dans le processus de création. S'il semblait davantage dépendant des habitudes de l'atelier de son père dans les années suivant son retour de France et l'ouverture de son atelier personnel, alors il aurait été ensuite tenté de développer son propre réseau de collaborateurs avec plus ou moins de succès. Alors, loin de tout réaliser de ses mains, il comptait finalement sur nombre de personnes qui ont été des présences parfois éphémères dans l'atelier, parfois ponctuelles, mais néanmoins indispensables à l'avancement des travaux de l'artiste. Donc, celui-ci ne pouvait pas tout faire, mais il s'assurait de donner les derniers coups de ciseaux aux réalisations devant sortir ensuite de l'atelier. Alors, je vous remercie pour votre écoute et désolé pour le défilement assez rapide des images. Donc, je suis sûr que si vous désirez regarder à nouveau la chose, vous pourrez le faire éventuellement sur le site du groupe de recherche. Merci. Merci Pierre-Olivier. Vraiment, c'était une lecture très fine et très documentée du journal et de l'œuvre qui nous a bien permis de comprendre la distribution des tâches. Merci. Un peu rapide, mais bon. Nous allons maintenant entendre, on va rester dans le domaine de la sculpture et entendre Martha Townsend. Martha Townsend, donc, qui est originaire d'Ottawa, mais qui vit à Montréal maintenant depuis plusieurs années, qui a réalisé plusieurs œuvres dans le domaine de l'art public. Entre autres, une œuvre murale pour le centre universitaire de l'Université McGill, santé de l'Université McGill, le CUSUM, comme on l'appelle familièrement, ainsi qu'au Musée des Beaux-Arts de Montréal, où on peut voir là aussi cette œuvre en permanence. Ces œuvres sculpturales ont été exposées au Musée d'art contemporain de Montréal, au Musée national des Beaux-Arts du Québec, et tout récemment, elle a exposé plusieurs pièces à la Fondation Guido Molinari. La galerie Bellemare-Lambert représente le travail de Martha Townsend à Montréal
et Martha, qu'on va voir bientôt apparaître à l'écran. Bonjour Martha. Bonjour. Va nous parler également de son travail de création. Merci Laurier. Bonjour à toutes et à tous. Je débuterai cette présentation avec une description de mon atelier et j'expliquerai ensuite comment j'en suis venue à travailler en collaboration avec d'autres personnes. Je parlerai de certains points saillants du travail avec les autres et je donnerai quelques exemples de collaborations qui ont été importantes pour moi. Ce texte est traduit de l'anglais par Denis Lessard. Je vais partager l'écran avec vous. À quoi ressemble mon atelier? J'ai toujours eu mon atelier à la maison. Je travaille dans le salon double d'un appartement typique du plateau Mont-Royal. La pièce du devant est bien éclairée et sobrement meublée d'une table de salle à manger et de quelques chaises, d'une étagère, de quelques lampes et d'une table plus petite sous laquelle sont rangées des boîtes contenant mes œuvres. La pièce du fond, où je range mes livres, mes dossiers, d'autres petites œuvres et des fournitures, est pleine à craquer. Une pièce plus petite, attenante à l'atelier, contient quelques meubles de rangement, une table et mon ordinateur. Cet agencement assez compact me convient. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace pour travailler et j'aime être à la maison. J'aime que mon quotidien et mon travail se recoupent. Les origines de la collaboration. Dans mon enfance, j'aimais voir les gens travailler de leurs mains. Fascinée, je regardais mon grand-père travailler dans son atelier et ma grand-mère en train de pétrir le pain ou de rouler une pâte à tarte. J'aimais observer mon père lorsqu'il polissait nos souliers et je vois encore les mains compétentes et tendres de ma mère. J'aimais regarder les hommes en train de racler, de pelleter ou de traire les vaches, autant que d'autres aiment observer des musiciens jouant de leur instrument. En 1972, âgée de 16 ans, artiste en herbe, adepte du canot et passionnée de la nature, je me suis rendue à Maniwaki pour contacter un constructeur de canots d'écorce de bouleau. Un an plus tard, j'allais chercher un chef-d'œuvre fabriqué par William Commanda. Autant que je me souvienne, c'est la première fois que je demandais à quelqu'un de fabriquer quelque chose pour moi. En 1975, j'ai assisté au vernissage d'une exposition des œuvres de Donald Judd à la Galerie nationale du Canada, comme on l'appelait à l'époque. J'étais étonnée de constater que l'art pouvait se composer de formes et de couleurs pures, presque sans trace de l'intervention de l'artiste, et qu'il pouvait être fabriqué à partir de matériaux industriels. On pourrait envisager la trajectoire de mon travail comme un va-et-vient le long du continuum allant de Commanda à Judd. D'un côté, les objets fabriqués par un maître artisan à partir de matériaux naturels, et de l'autre, la simplicité et l'ordre des formes pures signées par un artiste conceptuel. Lorsque j'étudiais au Nova Scotia College of Art and Design, je me suis familiarisée avec l'art populaire, l'art conceptuel et l'art féministe. J'ai pris conscience des débats entre romantisme et classicisme, entre l'expression et la réserve. Je n'ai acquis que quelques compétences en peinture, en dessin et en sculpture, mais j'ai développé une appréciation des idées, de l'inventivité sans fin des humains et de notre propension à fabriquer des choses. Et chaque chose exprime notre compréhension d'une petite partie du monde. Après avoir produit une première série de reliefs en bois peint, j'ai transformé des objets trouvés. Pour ce faire, j'ai dû solliciter l'aide d'artisans spécialisés. Le fait d'avoir une image mentale et de rechercher la bonne personne pour m'aider à concrétiser une idée me projette dans un contrat social informel, un échange, un acte de foi et de confiance, un suspense, une communauté. Pour commencer, dès mes études, j'aimais obtenir l'aide des autres.
Cela me permet de construire les objets que j'imagine, même si mes compétences sont limitées, même si je ne possède que très peu d'équipement et un petit espace domestique. Lorsqu'une idée prend forme, je suis mon instinct pour choisir un sous-traitant qui est ouvert à l'idée d'accomplir quelque chose d'inhabituel. Alors nous allons de l'avant. Nombreux sont les artisans qui aiment les défis. Celles et ceux avec qui j'ai travaillé m'ont semblé fiers de démontrer leur excellence. Bien entendu, il s'agit pour eux d'une source de revenus, mais je crois que la gratification est plus profonde. Même si je leur fournis des esquisses et un concept bien développé, il est nécessaire d'ajuster l'idée et le dialogue est stimulant. Ils et elles posent des questions, font des suggestions et ensemble, nous trouvons des solutions. Si j'apprends sans cesse grâce à leur expertise, l'expérience peut être valorisante pour eux également. Le fait d'attendre des résultats et de ne jamais savoir vraiment si le résultat sera concluant représente une partie angoissante du processus. Dans le cas des œuvres d'art public, il faut régler tous les détails à l'avance et les enjeux sont élevés car la marge d'erreur est faible et ces projets exigent beaucoup d'efforts et de dépenses. Normalement, on fait au moins une version à petite échelle de l'œuvre. Ceci m'aide à résoudre divers problèmes potentiels concernant les matériaux, l'échelle, les proportions, etc. Parfois, la maquette constitue une œuvre à part entière. J'accorde une grande valeur à la solitude et aux périodes méditatives de dessin et de planification seule dans mon atelier. Toutefois, le processus d'élaboration de la sculpture se développe surtout dans ma tête, puis se concrétise dans un contexte social avec les risques, les tensions et les plaisirs qu'entraîne la collaboration. En amont de la prochaine table ronde à propos de l'atelier comme lieu fécond d'échange entre les artistes et leurs amis, je dois admettre que je fais figure d'exception. Je demeure discrète en cours de processus et ce, d'une manière irraisonnée. Je ne peux vraiment expliquer pourquoi, sinon je crains que les mots ne dérobent l'énergie d'une idée fragile, encore informe. La prochaine table ronde offrira certainement d'autres points de vue. J'aimerais maintenant vous présenter quelques exemples de différents types de collaboration. Le premier est une commande. 5 artistes ont été invités à réfléchir sur le thème de la paix pour le nouveau pavillon du Musée des Beaux-Arts de Montréal. J'en suis arrivée à cette image d'une éclipse lunaire, la lune rouge. Lorsque la Terre projette son ombre à la surface de la Lune, pendant un instant, nous pouvons nous percevoir comme une entité complète, unifiée, sans territoire ni division, sans race, sans genre et sans guerre. L'œuvre se compose d'aluminium, un alliage lumineux, et d'amarante, la plus rouge des essences de bois. Cette œuvre a été fabriquée par François Gagnon de la compagnie Magag, mon plus proche collaborateur pendant plus de 10 ans. François a construit l'œuvre dans son atelier dans l'édifice RCA, dans le quartier de Saint-Henri. Une seconde forme de collaboration s'est produite entre artistes de différentes disciplines. J'ai eu la chance de collaborer avec des poètes sur une base formelle autant qu'informelle. Récemment, l'artiste du livre, Jacques Fournier, m'invitait à créer une œuvre avec la poète Nicole Brossard. Il en est résulté un entrelacement d'objets, d'images et de mots intitulé « Si ». Le troisième type de collaboration est le plus fréquent. Survient lorsque je réalise une œuvre selon des thèmes et des matériaux de mon choix, parfois pour un contexte précis. Toutefois, l'œuvre peut exister indépendamment du contexte. Pour une exposition à la Fondation Molinari en 2018, j'ai créé de nouvelles œuvres en résonance avec les peintures de Guido Molinari et les magnifiques espaces de la Fondation. Je voulais concevoir des œuvres qui activeraient l'espace tridimensionnel pour enrichir le dialogue entre peinture et sculpture. Et il m'a fallu quelques années
pour trouver comment j'allais relever le défi. Marie-France Ketch, artisane spécialisée en dorure, m'a expliqué que la feuille d'or adhère à une surface préparée avec un enduit adhésif. Lorsque cette substance est presque sèche, mais encore collante, elle attire vers elle la feuille d'or très légère. À ce stade de la préparation, la surface est dite amoureuse. Et c'est ce phénomène qui a inspiré le titre de ces deux œuvres. Toujours en 2018, j'ai travaillé avec deux artistes pour produire ces formes de lentilles. À partir d'un modèle en bois, 7 pastilles ont été moulées par Anne-Carine Boutreau-Leduc, puis soigneusement gagnées de cuir par Marion Paquette. Lorsque François Gagnon a été expulsé de son atelier, un pénible scénario vécu par plusieurs artistes ces derniers temps, j'ai contacté l'ébéniste et encadreur Michael Eifert. Il a fabriqué une paire de prismes rectangulaires en noyer et plaquage d'érable d'une précision remarquable pour mon exposition à la galerie Bellemare-Lambert, aussi en 2018. Joindre un matériau et une forme. Pour conclure, la simplicité est parfois longue à atteindre. Les personnes avec qui j'ai collaboré ont partagé avec moi leur temps et leur savoir pour me permettre de produire des objets, des entités qui expriment une certaine compréhension du monde. Les matériaux ont leur vie propre. Ils sont tellement évocateurs que je garde la forme simple pour leur accorder le plus d'impact possible. Bien sûr, les formes géométriques simples sont également puissantes. Avec un heureux jumelage et un juste équilibre, le résultat peut rejoindre un lieu vivant qui est en nous, un lieu qui précède ou dépasse les mots. Merci. Merci infiniment, Martha, pour cette présentation qui insiste à la fois sur le caractère très sensible de ton travail, mais aussi sur la complexité essentielle, je dirais, pour la réalisation du type d'objets qui sont au centre de ta carrière. Alors, c'était un parcours tout à fait, qui nous a illuminés sur ton travail et ton approche. Le dernier intervenant de cette séance, et je vois qu'il se prépare, c'est Massimo Guerrera, dont la pratique est un travail attentif sur le processus de création. Massimo Guerrera expose ses œuvres depuis 1989 au Canada et à l'étranger. De ses expositions individuelles, mentionnons la Cantine au Centre d'Art en 1997, d'Art boral, entamé en 2000 à la Biennale de Montréal, au Musée national des beaux-arts du Québec en 2002, et à la Fonderie Darling en 2008, ainsi qu'au Musée des beaux-arts du Canada en 2008-2009. Je signalerai également Porus, entamé en 1999 à la galerie Leonard and Billa Helen et qui s'est poursuivi en 2001 au Centre des arts actuels Skoll. Le projet La Réunion des pratiques a été présenté à la Triennale de 2011 du Musée d'art contemporain de Montréal. Parmi les travaux les plus récents, mentionnons Introspection photosensible, présenté au bas de la photo en 2011. Massimo est récipiendaire du prix Osias-le-Duc en 2001, prix décerné par la Fondation Émile Nelligan, ainsi que du prix Louis Comtois de la Ville de Montréal en 2008. Alors, sans plus tarder, Massimo Guerrera, qui va nous permettre d'entrer dans les arcanes de ce travail de collaboration d'une œuvre toujours en mouvement. Oh, merci, Laurier. Bonjour tout le monde. Donc, content aussi d'être là pour cette journée de réflexion. Donc, c'est ça. J'aimerais vous partager ici quelques contemplations sur les porosités de l'atelier. Donc, vous l'avez entendu, l'atelier, bien sûr, c'est un environnement délicat, sensible, sensible à ce qui l'habite et ce qu'il traverse. Et bien sûr, l'atelier aussi, ce n'est pas seulement un lieu, c'est un espace, c'est une stratification, c'est une convergence organique de plusieurs choses.
Et finalement, l'atelier, c'est beaucoup un état d'esprit, un espace-temps portatif. Et bien sûr que, par contre, il se pose dans des environnements. Et c'est vrai qu'à certains moments, notre atelier portatif sensible se pose dans notre maison, dans un lieu où là, il y a des actions particulières qui sont faites. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de singulier dans ce lieu, mais qui peut être parfois à toutes sortes d'endroits. Hein. On comprend très bien qu'il y a eu un moment très important où tout à coup, de cet atelier plus spécifique, à un moment donné, les artistes se sont mis à aller à l'extérieur, par exemple. Puis là, on le sait que ça a été un shift incroyable. Tout à coup, ils ont amené, parce que techniquement, il était possible de le faire, ils sont sortis de l'atelier, tout à coup, ça déplace quelque chose. On est à une époque très différente, hein? Justement, il y a toutes sortes d'entrées, mais quand même, cette question entre interne et externe est encore là, mais elle a pris des ramifications et des couches différentes ou plus riches, disons. Mais disons, la question que je pose, c'est qui on invite dans ce lieu sensible, qui on invite dans notre atelier intérieur, ce lieu d'intimité, ce lieu à soi et à la fois pour réaliser que ce soi-là n'est peut-être pas aussi défini ou fermé qu'on le pensait. C'est au seuil de la monstration, bien entendu, qu'il existe toutes sortes de postures et toutes sortes de moments pour ouvrir ce seuil. Hein? L'atelier, finalement, c'est un lieu d'observation de soi, des autres, du processus sensible des perceptions. C'est l'endroit aussi où on peut regarder où on place notre attention, où on place notre conscience, puis après ça, où on place notre faire ou la créativité qui va donner des signes et des objets. C'est un endroit aussi où on peut regarder les motifs qui nous inspirent et les motifs formels ou les motifs moins formels, visibles ou invisibles, ceux qui nous composent ou qui nous font trembler ou vibrer. Donc, c'est se comprendre quelque part, c'est comprendre un peu notre écriture intérieure et une écriture, bien sûr, qui est en relation avec sa culture. C'est sûr, bien entendu, on est un composite, il y a quelque chose de singulier, mais on est en relation avec notre culture, bien entendu. Donc, il y a un ensemble d'ingrédients, c'est très complexe, mais on peut, disons, poser une loupe puis regarder vraiment comment ça rentre, toutes ces images, ces mots, ces influences qu'on voit. Et c'est un peu ça qu'on fait dans l'atelier quand on se pose et on s'observe et on regarde. Donc, je vais tenter de vous communiquer de quelle manière je travaille sur ce seuil sensible, ce lieu performatif, justement, qui ouvre l'atelier sur un rapport qui est au-delà de juste des objets, même si les objets ont une fonction et parfois les signes et les œuvres sont de magnifiques lieux de dépôt. Ça bouge, ça se promène dans l'histoire, c'est de magnifiques bouteilles à la mer. Mais après ça, dans le présent d'une artiste ou d'un artiste, qu'est-ce que c'est que cet espace-temps, ce rendez-vous finalement qu'on a avec soi-même et avec les autres? Donc, depuis le début de ma pratique avec, disons, l'usine métabolique 1996, après ça, la cantine autour de 94, le projet Porus dans ma maison et dans la maison des autres, des participants, participantes, autour de 2000. Donc, je m'intéresse depuis un moment à cette question de la porosité et de l'affectation réciproque des différentes membranes qui circonscrivent nos environnements, nos limites, et de quelle manière on travaille avec cette porosité qui n'est pas systématique. Hein. On peut se dire de quelle manière on est touché ou déplacé par la présence des autres. Au fond, cette question, elle s'approfondit avec le temps sur ce seuil, justement, très profond entre soi et les autres. C'est une question entre ouverture et isolation,
entre un partage, un être ensemble et à la fois une solitude habitée. Un rapport plus vibratoire, plus musical et quelque chose qui est plus de l'ordre d'un silence. Et bien sûr que là, il y a beaucoup de nuances dans cet aspect justement non dualiste entre deux positions qui sont complémentaires. Finalement, on s'entend que c'est très important ces moments de solitude et c'est très important d'avoir des moments seuls, peu importe ce qu'on fait de toute façon, être bien avec soi-même, avec qu'est-ce qui se passe, avec la respiration de notre esprit ou notre pensée. C'est très important et on s'entend, les artistes, c'est magnifique, on devient souvent des spécialistes là-dedans. Mais bien sûr, comme dans toute position plus radicale, il y a un danger parfois dans des positions justement trop extrêmes d'appauvrir un peu qui on est ou qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre création. Très jeune, j'ai eu une intuition de me dire que m'isoler vraiment de façon radicale dans mon atelier, c'était peut-être pas une bonne idée. C'était une intuition, j'avais 17-18 ans, et j'ai continué à poser cette question-là, qui n'est pas simple. Hein? Il ne faut pas se faire croire que ce seuil, c'est facile, puis qu'on a toutes sortes de réponses, puis on a un système qui fonctionne pour ça. Mais quand même, il y a une question profonde sur la question de je dirais, une pollinisation qui doit se faire. Bien sûr, on la fait en dehors de l'atelier parce qu'au niveau des perceptions, on sent toutes sortes de choses. Mais ces dernières années, je me suis mis vraiment à regarder qu'est-ce qui se passe dans le dialogue, dans l'atelier, c'est sûr avec moi-même. Parce qu'en fait, quand je parle souvent d'une métaphore que j'appelle la solitude habitée. Finalement, on n'est jamais vraiment seul. Hein? Si on y pense bien, là, si on s'arrête et on analyserait qu'est-ce qui se passe dans notre esprit pendant une journée, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup de monde avec vous. Hein? Il y a une assemblée invisible très profonde avec les gens intimes, les gens que vous aimez, la personne qui vous a dit ceci ou cela, les anciens artistes, les hommes et les femmes qui ont comme vous lancé des choses dans le monde et qui sont avec vous. Donc, on s'entend qu'on est dans des filiations très profondes, des ramifications. C'est assez rare que quelqu'un est vraiment tout seul dans son coin, dans une grotte. Même si on veut le faire, c'est assez difficile. Mais ça se fait. Il y en a que c'est leur projet de vie. Ils finissent dans une grotte vraiment isolée pendant 10 ans, puis ils font des retraites fermées. Mais bon, ça existe, mais c'est rare. Mais en même temps, je suis très conscient, on s'entend sur le fait que l'atelier, ça ne peut pas être juste la fête permanente, on ouvre ça, tout le monde peut venir, c'est le fun. C'est porte ouverte tous les jours, ce n'est pas vrai non plus, parce que là, il y a quelque chose qui va manquer. Il y a un manque d'attention, d'approfondissement qui va être là. Mais donc, dans cette question des qualités de transmission ou les qualités de communication qu'on a avec nous-mêmes et avec les autres, là, il y a tout un champ très riche. Et en fait, il y a, je dirais, des nouvelles réflexions aussi sur les modes de monstration. Moi, ces dernières années, c'est un peu ça qui est arrivé. Je me suis dit, j'ai comme le goût de revenir quand j'avais 17 ans, puis il y avait des gens qui venaient dans mon atelier, puis je partageais une œuvre avec eux. Parce qu'avec le temps, des fois en galerie, même si je crois encore qu'une exposition peut être un magnifique lieu de passage et ça a une fonction, puis ça marche, c'est extraordinaire aussi. Mais en même temps, sur la question de la qualité d'attention et de partage, il y a quelque chose parfois qui est un peu problématique pour toutes sortes de raisons. Il y a beaucoup d'agitation, il y a un manque d'attention, puis finalement, on n'est pas toujours là. Hein? Comme plusieurs artistes, vous le savez, je ne sais pas, comme exemple, le jour du vernissage, hein, ce n'est pas toujours le moment le plus agréable. Hein? Dans le sens, à la fois, on est content, bien sûr, de voir les gens, mais c'est trop concentré à un moment. On est juste agité et puis on s'en va partout et puis la soirée finit, puis OK. Mais bon, il y a toutes sortes de façons de le vivre. Parfois, c'est magnifique, mais quand même, hein, c'est un beau lieu à regarder au niveau esprit puis agitation, le vernissage. Hein? On pourrait en parler longtemps, on ne peut pas développer là-dessus. Mais enfin, donc, comment trouver cette balance? Pas simple, riche. Donc, une balance entre une notion d'affranchissement face au regard des autres
des formes de validation et à la fois une capacité d'être joyeux puis de développer, je dirais, une forme de compassion puis de vraie ouverture bienveillante envers les autres. Comment est-ce qu'on arrive à travailler entre les deux? Hein, souvent, historiquement, je ne pourrais pas le développer non plus, vous le savez, les artistes ont eu souvent des rapports un peu en porte-à-faux avec leur société, se sont souvent ramassés seuls, c'est très courageux en même temps, c'est magnifique, mais vous le savez, avec des fois des états d'esprit pas faciles, beaucoup de souffrance, puis une radicalité intérieure qui est à la fois compréhensible et à la fois triste. Et comment est-ce qu'on peut être en questionnement critique avec notre société, mais en même temps aussi en dialogue? C'est ça, c'est pas simple à trouver. Mais disons, cette question de la porosité et des degrés d'affectation des rencontres, c'est ajouter une autre question qui est celle des rythmes. Donc, je suis beaucoup intéressé par les rythmes et les rythmes énergétiques de quand on fait les choses. Donc, depuis plusieurs années, je regarde et je vois vraiment la différence. OK, quand je fais de la sculpture, puis quand je fais du dessin, c'est sûr, c'est pas pareil en dedans. On s'entend. Puis, mais à un moment donné, de le regarder vraiment, c'est quoi la spécificité d'écrire, prendre une photo ou travailler un bout de bois? Oh, tabarouette, c'est pas la même chose dans le corps. Puis après ça, quand quelqu'un rentre dans l'atelier, oh boy, là, c'est un matériau important, on est vraiment déplacé. Et moi, donc, je m'intéresse à regarder ce déplacement en moi, puis après ça, doucement, avec les années, je commence à le partager avec ceux qui viennent. Et ensemble, on regarde ce déplacement qui n'est pas toujours confortable. Hein? On ne va pas être naïf que quand on travaille sur les relations, il y a une certaine complexité, ce n'est pas simple. En ce moment, je travaille sur un projet qui s'appelle Domus, les résonances des plateformes, et donc où je poursuis ces réflexions, mais avec une finesse et une bienveillance plus fine un peu sur ces qualités d'introspection. Comment est-ce qu'on arrive à lire vraiment ce qui se passe dans le faire, dans le processus, puis dans l'ensemble de l'environnement de notre corps et notre esprit. Donc, c'est un projet à long terme. Je travaille souvent justement pour travailler sur ces rythmes différents. Eh bien, mon projet, c'est 2017-2027, donc sur 10 ans, avec toute une série de rencontres, avec un volet qui s'appelle la collection transitoire, où je prête des œuvres à des gens, ça circule dans les maisons. C'est un magnifique prétexte pour aller les voir, parler avec eux, questionner la valeur, comment circule une œuvre. Donc, si comme j'étire le temps, eh bien, je peux regarder des choses très intéressantes ou plus fines sur pourquoi on fait tout ça. Hein? C'est quand même pourquoi on fait tout ça. Massimo, est-ce qu'on pourrait te demander de conclure sur cette question? Oui, c'est bon. On est déjà un petit peu en retard sur notre temps. Donc, le dernier point, ça serait celui-là, ça serait que le fait d'étirer ainsi l'espace et le temps et de regarder différemment, bien, ça me permet je dirais, de toucher peut-être des profondeurs un peu ou des aspects aussi inconnus de moi-même et aussi des autres. Donc, bien sûr, c'est un survol du paysage, mais voici quelques contemplations. Merci.